Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Monsieur Cheikh Oumar Diallo, nouveau président du mouvement national de la jeunesse ADP Maliba, est notre invité politique de ce soir. Avec lui, nous allons aborder les sujets, entre autres, relatifs à la vie du parti, disons, l'accord politique et le dialogue national, les réformes institutionnelles en vue et tant d'autres sujets si le temps nous le permettra. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Diallo. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour discuter de l'actualité politique. Merci. Mais juste avant, permettez-nous d'introduire ce sujet. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur le deuxième congrès ordinaire de l'ADP Maliba. 2 jours durant, les participants venus du Mali, d'Afrique et d'Europe ont procédé à une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays avant de passer en revue les textes qui régissent l'ADP Maliba. Un nouveau comité exécutif présidé par M. Youba Ba a été mis en place. M. Ba, que nous écoutons ici. L'espoir, c'est que nous devrons avoir au bout, d'ici 2023, un parti qui va gagner, Inch'Allah, les élections de 2023. Comment le faire? En redynamisant le parti, en mettant en place toutes les structures, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et en serrant les rangs pour que vraiment les résultats attendus, comme je l'ai dit tantôt, soient atteints. Voilà, c'est un espoir de toute une génération, de tous les jeunes, de toutes les femmes et de tous les vieux, pour ne pas dire tous les Maliens en général, c'est d'avoir une gouvernance autrement en 2023. C'est l'espoir que nous fondons en mettant en place ce comité exécutif pour les 4 prochaines années. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs. Nous sommes toujours avec M. Cheikh Oumar Diallo, nouveau président du mouvement national de la jeunesse ADP Maliba. M. Diallo, votre réaction suite au propos du président, du tout nouveau président du parti? Eh bien, avant tout propos, j'aimerais, au nom de l'ensemble du parti ADP Maliba, adresser les condoléances les plus sincères du parti et du comité exécutif à l'endroit de la famille et du parti URD de Feu Modindiaï qui nous a quittés. Nous adressons toute notre compassion à l'ensemble de sa famille politique et ainsi qu'à sa famille personnelle. Le président Youba Ba s'est exprimé. Je pense qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est de féliciter l'ensemble des délégués qui ont fait le déplacement, qui se sont rendus de manière très rapide à Bamako ici pour concrétiser l'organisation et la tenue de ces assises-là. Le président Youba Ba a été très clair. Je pense qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de nous remettre en ordre de bataille, de faire en sorte que le parti ADP Maliba reprenne toute sa place au sein de la classe politique malienne et soit un parti qui anime la vie politique de sorte à combler les espoirs qui ont été placés en lui depuis très longtemps. Les élections présidentielles de 2018 ont été l'occasion pour nous de constater l'engouement qu'il y a autour du parti. Et aujourd'hui, avec la clôture de ce congrès-là, nous sommes davantage convaincus que l'ADP Maliba a encore beaucoup de choses à apporter et constitue un véritable espoir pour les Maliens. D'accord, merci M. Diallo. En tout cas, le président Ba vient de nous dire que vous êtes un parti qui va à la conquête de l'électorat. Alors, est-ce que l'ADP ainsi est différent des autres partis politiques? Si oui, en quoi vous êtes différent? Ben écoutez, je crois que nous sommes un parti politique tel que le conçoit la loi. Au-delà de cela, l'ADP Maliba, c'est un parti qui aujourd'hui continue d'incarner une manière de faire la politique qui est totalement différente. À chacune des fois où notre parti a eu à s'engager dans les combats, nous avons toujours donné du mieux
que nous pouvions. Et aujourd'hui, la tenue de ce deuxième congrès du parti prouve à suffisance que tous ceux qui doutaient de la force, de l'énergie qu'il y a au sein de ce parti-là, se trompaient. Beaucoup de rumeurs avaient circulé à un moment sur le fait que certaines localités, soi-disant, n'avaient pas souhaité participer à ce congrès. Je crois qu'aujourd'hui, à travers la mise en place du nouveau bureau du comité exécutif, tous ces doutes se sont dissipés. Nous avons des représentants de l'ensemble des régions du Mali, de la diaspora également. Nous avons un bureau qui est composé de personnalités qui sont des gens très dynamiques. Certains sont connus pour leur engagement dans le parti depuis très longtemps. Et c'est le lieu également pour moi de saluer l'entrée au bureau du comité exécutif de membres de la jeunesse du parti qui n'ont pas démérité et qui ont toujours fait preuve de beaucoup d'engagement. Je tiens également à profiter de cette occasion pour adresser à montrer à mon prédécesseur, Bouakar, que je suis très fier du bilan qu'il a eu lorsqu'il était le président du mouvement national des jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, la tâche qui m'est confiée au niveau de la jeunesse sera une tâche très lourde. Et je compte bien évidemment sur le soutien de celui qui a conduit pendant 6 longues années le parti dans des périodes qui n'ont pas toujours été difficiles, à la création d'un parti jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il a fait un travail formidable. Il a également été impliqué dans l'organisation de ce congrès qui a été salué par l'ensemble des participants. Nous allons rester toujours au niveau de l'organisation de ce congrès. Vous-même, vous aviez parlé déjà des gens. Alors, vous dites des gens qui avaient peut-être autre raison de ne pas participer à ce congrès. En tout cas, un journal réputé très très sérieux a publié le 24 mai que les coordinations ADP des régions de Mopti, Tombouctou, Taoudeni, Kaï et les sections de Ségou, Kita, Kati et la commune du Mandé, ainsi que certains membres du comité exécutif sortant, ne comptent pas participer au congrès. Alors, ils ont même fait une conférence de presse à la Maison des Jeunes le mercredi 22, voilà, le mercredi 22 mai. Et qu'est-ce qu'ils évoquaient comme raison de leur mécontentement? Parce que pour eux, c'est le président d'honneur, M. Aliou Diallo, qui, en personne, a désigné les congressistes. Or, selon eux, les textes du parti n'admettaient pas cela. Vous savez, je crois que ces gens-là n'ont toujours pas compris quel est le fonctionnement de leur propre parti. L'ADP Maliba, je crois que ces personnes qui ont voulu parler au nom de certaines de ces structures n'avaient déjà pas du tout le mandat pour le faire. Je ne vais pas chercher à rentrer dans une quelconque polémique, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les localités que vous avez citées sont toutes présentes ici à Bamako et sont d'ailleurs en train d'être reçues par le président d'honneur et le nouveau président Youbaba pour échanger autour de la vie du parti et autour des futurs axes de notre engagement politique. Maintenant, le président Aliou Diallo a été désigné par le tribunal de la commune 3 pour organiser ce congrès-là. Il l'a organisé en demandant à ce que les structures du parti soient renouvelées. Le renouvellement a conduit à la mise en place de nouvelles structures qui ont à leur tour désigné des délégués. Je crois qu'une personne n'est pas en mesure de pouvoir désigner individuellement 5 délégués sur tout le territoire national. Donc c'est véritablement les structures du parti elles-mêmes qui se sont mobilisées pour participer massivement à ce congrès-là. En tout cas, suite à leur conférence de presse, vous-même en personne, vous avez tenu un autre point de presse. Alors, au cours duquel, en fait, vous trouvez que ces personnes qui disent toutes ces choses-là n'ont pas mandat même de parler finalement du parti, parce que selon vous, ils sont exclus du parti. Où est-ce que nous pouvons trouver les sources de ces exclusions? Parce que nous n'en savons vraiment rien, M. Diallo. Écoutez, il y a déjà une décision qui a été prise par le président Diallo et qui concerne certains militants, mais au niveau de leur propre localité, il y a également des correspondances qui datent depuis l'année dernière, qui concernent certains d'entre eux et qui faisaient état de cela. Moi, je ne veux pas continuer à rester dans ce débat-là. Je crois qu'aujourd'hui, le parti... Mais pourtant, M. Diallo, excusez-moi, ce débat est très, très important parce que nous ne comprenons pas pourquoi des individus qui n'ont aucun mandat, comme vous le dites,
c'est vous-même qui le dites, des individus qui n'ont aucun mandat, en fait, de parler au nom du parti, c'est permettre de les faire et ils ne sont inquiétés de rien. Qu'est-ce qui se passe au juste, M. Diallo? Mais vous savez, il y a des personnes qui ont compris qu'ils ne pourraient en aucune manière empêcher la tenue de ce deuxième congrès ordinaire et qui ont tout simplement souhaité mener des actions de sabotage qui visaient à discréditer cela et à faire en sorte qu'il y ait des problèmes durant la tenue du deuxième congrès ordinaire. Or, chacun a pu le constater, la mobilisation a été une mobilisation sans pareil, surtout dans toute l'histoire des congrès qui sont tenus au Mali. Nous avons pris la salle du CICB qui était complètement pleine, les salles annexes étaient également pleines, la cour était elle aussi également pleine. Ce sont des gens qui sont venus de tout le territoire national et d'ailleurs, pour éclairer votre lanterne et celle de nos téléspectateurs, l'innovation majeure que nous avons faite lors de ce nouveau congrès, c'était de faire en sorte de mettre en application le nouveau découpage territorial qui fait en sorte que nous passions de 49 cercles à plus de 95 cercles. Cela nous a permis, au niveau du parti, de faire en sorte que le plus grand nombre de nos militants puissent s'exprimer et prendre part en tant que délégués avec voix délibérative lors de ce congrès-là pour évoquer tous les sujets. Et cela, c'était quelque chose de très important parce qu'il était arrivé à un niveau, l'ADP Maliba, le parti bien évidemment, où il était important que tous les sujets soient discutés par le plus grand nombre de délégués venant du plus grand nombre de localités de notre pays. Et c'est ce qui s'est passé pendant 2 jours. Les congressistes ont eu à évoquer la vie du parti, ont eu à évoquer l'actualité nationale et se sont bien évidemment penchés sur la nouvelle équipe dirigeante qui va conduire les destinées du parti pour 4 ans encore. En tout cas, vous partez pour la conquête de l'électorat et au même moment, vous perdez des grands cadres. Alors finalement, n'avez-vous pas une politique peut-être qui va consister alors à faire revenir les anciens et à davantage ouvrir les partis? J'aimerais tout d'abord rectifier ce que vous dites parce que nous n'avons pas été dans une situation où nous perdons des cadres de manière dans une direction qui ne s'arrête pas. Au contraire, le bureau du comité exécutif était constitué de 85 personnes et aujourd'hui nous sommes à 97 personnes. Donc cela prouve à suffisance qu'effectivement une personne qui prend la décision d'aller dans une certaine direction eh bien, est remplacée par 5 autres personnes qui ont choisi de venir dans le parti. Et d'ailleurs, le congrès du parti a été l'occasion d'acter l'arrivée de nouveaux militants, notamment ceux qui étaient de l'ex-RJS et qui ont décidé de fusionner avec le parti, mais également plusieurs très grands cadres de ce pays-là ont rejoint notre parti. Donc je crois que quand dans les jours à venir, la composition du bureau sera davantage détaillée auprès de nos compatriotes, les gens constateront qu'au contraire, le parti est sorti plus que renforcé de ce congrès-là. Et d'ailleurs, la ferveur que moi j'ai constatée lors de la tenue du deuxième congrès ordinaire prouve à suffisance que le parti, c'est un grand parti. C'est un parti qui est incroyable. Moi, je vous assure, j'étais parcouru d'émotions toute la durée de ce congrès-là, du samedi à l'ouverture jusqu'au dimanche aujourd'hui. J'ai vu vraiment une ambiance incroyable des délégués. Vous savez, c'est la première fois qu'on organise un congrès dans les règles de l'art pareil. Notre premier congrès, c'était notre première expérience d'organisation d'un congrès. Je crois que nous avons été 10 000 fois meilleurs dans l'organisation de ce deuxième congrès. Les gens sont venus de tout le monde entier. Je vous parle de délégués qui sont venus de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient, des délégués qui sont venus de toutes les localités du Mali, qui arrivaient à se connaître, à rentrer dans une forme de symbiose et puis à créer un esprit de corps. Et c'est ce qui était très important pour nous. Il était important que le nouvel esprit de corps permette au parti de ressortir renforcé avec des délégués qui retourneront avec un discours clair. Et ce discours, les résolutions du Congrès les ont bien évidemment clarifié. Notre principal objectif consiste à lutter contre la prorogation du mandat des députés. En tout cas, nous allons avoir forcément le temps de parler des résolutions du Congrès. Je l'espère. Mais il y a quand même une situation en fait qui est très très commentée sur les réseaux sociaux et qui vous concerne vous personnellement, nouveau président du mouvement des jeunes. Vous étiez dans le comité exécutif sortant, vous étiez le secrétaire politique national du parti.
parti et maintenant vous êtes le président du mouvement de la jeunesse. Pour certains, on vous a rétrogradé. Pas du tout, au contraire. Moi, je crois que c'est une formidable promotion de la part des délégués du parti de me confier la responsabilité d'organiser, de structurer, de donner un élan supplémentaire à la jeunesse de notre parti. L'ADP Maliba, c'est une formation politique qui est connue et reconnue pour avoir fait la promotion de la jeunesse, pour toujours avoir été une force de défense des intérêts des jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, si on confie la responsabilité à un militant d'organiser, de structurer et de donner davantage d'énergie au mouvement national de la jeunesse, c'est une très heureuse nouvelle pour moi. Moi, je suis très fier de cette confiance qui a été placée en moi. N'y avait-il pas autre moyen de vous promouvoir au sein du parti, ou alors c'est parce qu'au niveau de la jeunesse du parti, il y a un manque criard de cadres valables? Pas du tout. Pourquoi vous quittez le comité exécutif et vous vous retrouvez encore au niveau de la présidence de la jeunesse? Écoutez, c'est tout simplement parce que je crois que les gens étaient dans la salle. Les jeunes ont également été des délégués qui étaient présents lors de ce congrès. La constitution du bureau a concerné la jeunesse de ce parti-là. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse regorge d'énormément de cadres. Je vous l'ai dit, énormément d'entre eux ont été élus dans le comité exécutif du parti. Je veux notamment parler, je crois que les militants qui regardent la télé connaissent tous Chappé, qui a eu la chance de monter au niveau du bureau national, au niveau de la communication notamment. Nous avons Bintou Kébé, qui a également été promu au niveau du secrétariat à l'organisation et à la mobilisation. Nous avons Gabdo Dramé, nous avons beaucoup de jeunes cadres extrêmement valables qui ont des compétences avérés et qui ont eu la chance aujourd'hui de participer au niveau du comité exécutif. Et parlant de compétences avérées, le nouveau président national même du parti, alors quelles sont ses compétences politiques? Eh bien, vous savez, je crois que le président Youbaba, c'est un homme d'une très grande sagesse. C'est quelqu'un qui a milité au sein du parti depuis 2013 et qui était bien évidemment quelqu'un qui a toujours voulu rester extrêmement discret. La confiance que les militants lui portent aujourd'hui, c'est dans le but d'apporter ce calme, cette sérénité, cette organisation, cette structuration qui va nous permettre d'être davantage une force. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'effectivement, en termes de gestion administrative du parti, nous avons encore des efforts à faire et ce fonctionnaire qui a eu une brillante carrière, aussi bien dans l'administration publique que dans le cadre de fonctions diplomatiques, a beaucoup à apporter. Et à ses côtés, nous avons bien évidemment le secrétaire général qui est M. Maître Abdoulaye Sidibé, un avocat chevronné que nous avons pu voir à l'œuvre durant toutes ces 6 années en tant que secrétaire à la communication et qui lui aussi connaît toute l'histoire, toute la profondeur de ce parti-là et qui doit permettre à notre parti de prendre une nouvelle dynamique. Donc, le choix des congressistes, c'est un choix clair, c'est un choix de la stabilité du parti, c'est un choix du soutien à la jeunesse du parti et c'est un choix clair et net en faveur d'une redynamisation et d'une reprise en main de notre statut de grand parti dans ce pays-là. Et quelles sont les résolutions majeures issues de ce congrès? Eh bien, tout d'abord, le congrès a souhaité que le parti réaffirme de manière claire et sans équivoque notre appartenance à l'opposition politique et le Congrès a indiqué qu'il n'accepterait aucune tentative visant à l'engager dans une autre voie que celle de l'opposition républicaine et constructive. Au-delà de cela, le Congrès a fait état de toute sa désapprobation de la tentative qui est en cours certainement de prorogation du mandat des députés, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, dont le mandat a été prorogé une première fois, ne peut pas continuellement être reconduite de mois en mois sans que l'on finisse un jour soit par mettre en place soit par tenir l'élection législative, soit bien évidemment par mettre en place une assemblée constituante qui permette de refléter la réalité du paysage politique malien. Parce que vous savez, le paysage politique malien a énormément changé de 2013 à aujourd'hui. Or, l'Assemblée nationale que nous avons vue en 2013 reflétait une autre réalité. Aujourd'hui, en 2019, vous avez pu le voir avec les événements d'avril, même la majorité elle-même n'est plus très en phase avec elle-même.
Et cela prouve à suffisance que si nous voulons ramener la paix, si nous voulons faire en sorte que les Maliens se sentent impliqués réellement dans la gestion de leur pays, il faut permettre à de nouvelles voies, à une réalité politique, sociale, d'exprimer et d'émerger au sein de ce qui représente la nation malienne dans le cadre du pouvoir législatif. Autre résolution phare? Une autre résolution, c'est bien évidemment celle relative au dialogue national. Le Congrès a indiqué qu'aujourd'hui, il était plus qu'impératif d'aller à un dialogue national inclusif, un dialogue national participatif et un dialogue national qui permette bien évidemment de sortir de la crise majeure et multidimensionnelle dans laquelle le pays se trouve. Donc les principaux axes que nous allons engager très rapidement, c'est ces principaux points-là qui portent sur le débat autour de la prorogation du mandat des députés et également le fait d'aller rapidement à un dialogue national. D'accord, nous allons parler du dialogue national, mais juste avant, alors une des résolutions, c'est que vous vous définissez désormais comme opposition républicaine et constructive. Nous allons faire un petit retour sur les présidentielles passées. Vous êtes classé 3e de l'élection présidentielle. Vous ne votez et vous n'appelez à voter pour personne. Alors finalement, qu'est-ce que nous devons vraiment comprendre? C'est quelle opposition c'est là? Bien écoutez, vous savez, lors de l'élection présidentielle passée, notre démarche a toujours été constante, claire et limpide. Nous avons à l'époque dénoncé un certain nombre d'irrégularités flagrantes qui avaient entaché la sincérité de ce scrutin de notre point de vue. Et à ce titre-là, nous avions souhaité, lors notamment de plusieurs événements organisés avec d'autres candidats, que la lumière soit faite sur ce que nous avons dénoncé. Et qu'à ce titre-là, nous considérions qu'il n'y a pas lieu d'aller à un second tour tant que cela n'était pas compris. Ce qui s'était passé au premier tour n'était pas compris et clarifié. Et c'est pour cette raison-là que nous n'avons donné aucune consigne de vote pour le deuxième tour que nous considérons ne pas avoir eu régulièrement lieu. Donc c'est pour cette raison-là que nous n'avons pas donné de consigne. Beaucoup sont allés dans des interprétations diverses, mais le fond du débat, c'est que très clairement, pour nous, à ce moment-là de notre histoire politique, il fallait faire en sorte qu'on comprenne que nous n'avons pas été d'accord avec ce qui s'est produit au premier tour. Et pourtant, il y a eu des manifestations contre justement ces élections-là, et on ne vous voyait pas là non plus. Mais c'est très clair. Écoutez, à partir du moment où on s'engage dans une voie pour demander à ce que le deuxième tour n'ait pas lieu, et qu'on rentre dans une logique de deuxième tour, et que on va à ce scrutin-là, nous considérons que nous n'avons absolument rien à voir avec ce deuxième tour-là. C'est pour cette raison que le président Alou Diallo a été forcé, on va dire, de reconnaître que l'élection présidentielle a été arrêté suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et qu'il fallait mettre l'élection derrière nous et se concentrer sur de nouveaux enjeux auxquels le pays fait face. Et il n'a pas eu tort, parce que si vous regardez bien la situation dans laquelle s'est trouvé le pays juste après cela, c'était une situation où il était impératif d'aller à un dialogue national. Nous avons traîné des pas et nous continuons à traîner des pas sur beaucoup de sujets importants et vitaux de notre pays. Et justement, par rapport à ces dialogues nationaux, un gouvernement d'ouverture quand même est mis en place suite à un accord politique et on vous a tendu la main, vous n'avez pas pris cette main-là. Pourquoi vous n'êtes pas entré dans ce gouvernement qui va donc avoir la charge d'organiser à bien ce dialogue national? Mais je crois qu'on ne nous a tendu aucune main. Je tiens à rappeler que de la nomination du Premier ministre jusqu'à la formation du gouvernement, nous n'avons à aucun moment rencontré ce Premier ministre. En ce qui concerne l'accord politique de gouvernance, l'ADP Maliba n'a à aucun moment été associé à cela. Et ce n'est pas pour dire non plus... Vous n'avez pas été saisi par qui que ce soit? Par qui que ce soit par rapport à ce sujet-là. Et ce n'est pas pour dire que, oui, c'est parce qu'on ne nous a pas saisis que, voilà, on fait la tête. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Nous estimons qu'il y a des préalables pour que l'opposition choisisse ou non de rentrer dans le gouvernement.
pour nous, le premier des préalables, ça a été ce que nous avons demandé depuis le mois de septembre, à savoir la tenue d'un dialogue national inclusif qui nous permette vraiment d'établir des bases claires, des bases sincères. Et comment ce dialogue national-là, finalement, doit-il s'organiser en termes d'acteurs et en termes de contenu? Bien, écoutez, nous estimons que le premier des faits majeurs pour que le dialogue national puisse démarrer, c'est de faire en sorte qu'une personnalité indépendante et consensuelle soit désignée pour conduire ce dialogue-là. Et qu'à la suite de ce processus de désignation de cette personnalité indépendante et consensuelle, qu'on établisse des termes de référence qui définissent clairement ce sur quoi il faut parler. Parce que là aussi, il ne faut pas se tromper. J'ai cru comprendre qu'il y avait un moment, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'a annoncé, un dialogue expéditif du 23 au 28 avril qui devait se tenir uniquement autour du sujet de la révision constitutionnelle. Nous estimons que ce débat-là n'a pas lieu d'être pour le moment. Ce qui est important pour les Maliens, c'est de parler de la crise sécuritaire, c'est de parler de la crise sociale, c'est de parler de la crise politique dans laquelle le pays est plongé. Et il y a au-delà de cela une crise qui est encore plus grave, c'est la crise économique. Cette crise économique qui touche les jeunes de notre pays, notamment le plus gravement, les jeunes du centre, les jeunes du nord, qui sont affectés sécuritairement, politiquement, socialement, économiquement, sont aujourd'hui les premières victimes de cela. Et aujourd'hui, on veut nous ramener à un simple débat sur une révision constitutionnelle, alors qu'il y a d'autres sujets encore plus importants. Donc pour nous, le dialogue national, ça doit être un dialogue profond. Ça doit être un dialogue qui va du plus bas niveau de notre organisation administrative, à savoir la commune, même le village, jusqu'au sommet, pour faire en sorte que tout le monde se sente impliqué dans une nouvelle dynamique de construction nationale. Parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a aucune visibilité, qu'il n'y a aucun cap, qu'il n'y a aucune direction, qu'on gère au coup par coup et qu'on veut simplement sauver les meubles à tous les instants, qu'on veut simplement faire plaisir à la communauté internationale, qu'on veut simplement construire pour se protéger, mais qu'il n'y a en réalité aucune compréhension de la profondeur des problèmes que le Malien lambda vit. Ce n'est pas des problèmes que l'État simplement vit, c'est des problèmes que le Malien de tous les jours, celui qui a du mal à payer ses frais de condiment, celui qui a du mal à se rendre au marché pour vendre le peu qu'il a cultivé, celui qui a du mal aujourd'hui à faire en sorte que ses enfants aillent à l'école, celui qui a du mal à trouver un emploi après avoir passé des dizaines, plusieurs années à étudier sur les bancs de la République, celui qui ne comprend plus rien à ce qu'est sa place dans la République. C'est sur ces sujets-là qu'il faut débattre. C'est un débat qui va peut-être... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est un débat qui va peut-être remettre en cause beaucoup de choses, mais c'est un débat qui est utile. C'est un débat sur lequel on doit prendre du temps. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de forcer les choses simplement en pensant que cela va résoudre les problèmes. On l'a vu, regardez en 2017, quand on a tenté de forcer cette révision constitutionnelle, à quoi cela aboutit? À une reculade incroyable du pouvoir en place. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de comprendre les Maliens, le temps d'être avec les Maliens et avec eux réellement. Est-ce qu'on ne peut pas dire déjà que le gouvernement a compris cela et que la nouvelle méthode consiste justement à cela? Ben, on attend de voir. On attend de voir parce que nous, aujourd'hui, nous avons l'impression que le pouvoir veut aller un peu vite en besogne parce qu'il y a un rapport du secrétaire général de l'ONU à la fin du mois prochain, parce qu'il faut trouver le moyen de montrer qu'il y a des progrès au Mali, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière expéditive. En tout cas, pour nous, il faut prendre le temps. Les Maliens, aujourd'hui, souffrent dans leur âme et dans leur chair, et ces Maliens-là ont besoin que leur État soit là pour eux et pas pour satisfaire à des exigences venues d'ailleurs. Mais est-ce que nous n'avons pas aussi besoin de cette communauté internationale? Mais bien évidemment, personne ne dit qu'il ne faut pas du tout la communauté internationale dans notre pays. D'ailleurs, on sait tous quel a été l'apport de la communauté internationale dans le cadre de la stabilisation du Mali. Mais le contexte, la situation évolue, change. Le contexte et la situation que nous vivons aujourd'hui est très loin du contexte de 2012. Le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte dans lequel nous sommes passés d'une crise qui était une crise liée simplement à des revendications indépendantistes, et aujourd'hui nous sommes passés à une crise qui va jusqu'à des conflits intercommunautaires.
Et vous parlez justement de problèmes de sécurité. Et ce que beaucoup de Maliens ne comprennent pas, c'est que nous avons la présence de la communauté internationale, mais toujours est-il qu'on nous tue en longueur de journée. Quelle est votre analyse de cette situation? Mais il est évident qu'aujourd'hui, le mandat qui est accordé aux forces qui agissent au Mali doit être révisé pour faire en sorte que celui-ci, en ce qui concerne en tout cas les Nations Unies, soit plus robuste, soit un mandat qui prenne en charge l'évolution triste de la crise qui s'est déplacée dans le centre du Mali et qui affecte de manière très grave les fondements même de notre nation. Il faut faire en sorte que cette communauté internationale-là comprenne que les enjeux maliens changent, évoluent. Et c'est vrai qu'elle fournit un très grand effort, un effort qui est appréciable parce que ça fait des années. La force de la MINUSMA, ça a été l'une des forces qui a subi le plus grand nombre de pertes dans l'histoire des opérations de maintien de la paix au Mali. Donc on comprend le sacrifice qui est consenti non seulement par les Nations Unies, mais également par les pays contributeurs aux Nations Unies. Mais c'est au Mali, lui aussi, de faire en sorte qu'il dégage une stratégie claire, une stratégie lisible, une stratégie compréhensible qui fait en sorte que les autres auront eux aussi confiance en nous. Sinon, pour eux, ils ont l'impression d'assister le Mali qui ne sait pas dans quelle direction il va. Donc c'est pour cette raison que nous aussi, nous demandons et nous continuons d'insister sur le besoin d'aller à un dialogue national inclusif et de faire en sorte de respecter une réalité politique qui est là. Regardez des forces comme le Rassemblement pour la démocratie au Mali, le RPDM, de M. Cheikh Modibo Diarra. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a aucune voix au chapitre au niveau de l'Assemblée nationale? Nous-mêmes, qui avons été une grande force lors de l'élection présidentielle, comment pouvez-vous comprendre que ce que nous représentons est loin de ce que nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale? Donc, il y a plein d'autres nouveaux acteurs également qui ont existé et qui n'existent pas dans la réalité administrative de notre pays. Et cela, les Maliens le voient. Les Maliens se disent que c'est une affaire d'ailleurs. Et donc, c'est pour cette raison que nous faisons de notre cheval de bataille à l'ADP Maliba ce qui est la restauration d'une réalité politique cohérente dans notre pays. Et voilà. Comment elle se définirait-elle, cette réalité politique cohérente? C'est, comme on l'a dit, soit la tenue de l'élection législative dans les délais, soit la réflexion autour de la mise en place d'une assemblée constituante qui regroupait non pas seulement les partis politiques, mais également une partie de la société civile. Il faut réfléchir, il y a un format, il y a tout un contenu à donner à cette assemblée constituante que nous... Et sur quels critères va-t-on la constituer, cette assemblée constituante? Ben, écoutez, je peux vous dire déjà qu'avec certains acteurs politiques, l'ADP Maliba est en train de discuter pour voir comment est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose de cohérent au cas où il n'y aurait pas la tenue d'une élection législative dans les délais. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais nous avons une idée très claire, très précise de ce que nous voulons proposer. La première des petites informations que je peux donner ici à nos téléspectateurs, c'est déjà de prendre en compte le résultat de l'élection présidentielle du premier tour de l'année dernière. Et il y a d'autres aspects. Pourquoi en faire maintenant? Mais parce que c'est le dernier scrutin majeur auquel l'ensemble des partis politiques du Mali ont soit eu à présenter directement un candidat, soit eu à soutenir un candidat. Donc ça reflète une réalité politique qui est là, qui est claire, qui est concrète et qui est l'expression de ce que les Maliens, malgré tout ce qu'on peut avoir à dire sur l'organisation et tout le reste de l'élection, mais qui est l'expression réelle des Maliens. Vous-même, vous aviez dit tantôt que, par exemple, la majorité n'est même plus en phase avec elle-même. Donc, si nous devons aller sur la base des résultats en fait, de ces premiers tours, est-ce que nous n'avons pas fait déjà faux bond? Non, du tout. Je ne pense pas. C'est comme je vous l'ai dit, le dernier scrutin majeur. Et rien n'a changé de ce scrutin à maintenant? Je crois que, bien sûr qu'il y aura quelque chose qui a changé, mais il faut bien trouver une base qui soit plus légitime, qui soit plus quelque chose de reflétant la réalité de notre pays. Il faut trouver une base. On ne peut pas rester sur la base de 2013. Moi, je pense que cela, c'est non seulement contre la Constitution, mais en plus de cela, cela donne le sentiment aux Maliens qu'ils ne servent à rien dans leur propre pays, malgré le fait d'être
d'être allé aux urnes. Donc moi je pense qu'il faut réellement faire en sorte que ce débat-là se pose, ce débat-là s'ouvre et le congrès de l'ADP Maliba qui s'est tenu aujourd'hui en a fixé comme priorité, comme une de ses résolutions, ce débat-là. Vous parliez aussi des crises économiques. Vous êtes maintenant le président du mouvement de la jeunesse du parti ADP Maliba. Et les jeunes souffrent beaucoup sur le plan économique et ils connaissent vraiment un grand chômage, les jeunes. Qu'est-ce que, selon vous, explique le chômage des jeunes au Mali? Parce que pour certains, notre école ne forme que des chômeurs. Ben, écoutez, il y a bien évidemment cette dynamique de l'école qui a un besoin de réforme profonde pour prendre en compte non seulement les aspects de l'adéquation de la formation avec le marché du travail, mais également pour prendre en compte les besoins qu'il y a en termes d'enseignants et que les besoins que les enseignants eux-mêmes ont. Donc à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, il y a une très grande réforme à faire parce que, comme on le dit, comme vous l'avez si tristement rappelé, l'école malienne forme énormément de chômeurs. Et pourquoi? Mais parce que quand on a un besoin de 10 personnes dans une filière, on va en former 10 000. Quand on a un besoin de 50 spécialistes en sociologie, ou je ne veux pas parler de filière en particulier, mais quand on a des besoins, on les augmente drastiquement sans réellement se soucier de ce qu'ils vont devenir à leur sortie de là. On veut juste avoir une politique du chiffre plutôt qu'une politique de la qualité et du résultat. Mais au-delà de cette dynamique de l'éducation, je pense qu'aujourd'hui, ce qui frappe beaucoup les jeunes, c'est cette inégalité incroyable, cette inéquité dans la recherche de l'emploi, cette inégalité dans l'accès au financement. C'est tout ce qu'il y a comme népotisme, comme clientélisme, comme favoritisme à tous les niveaux et qui fait en sorte que les jeunes n'ont pas du tout les mêmes chances. Parce que même dans ce système où, comme on le dit, on forme des chômeurs, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup de compétences, mais qui sortent et qui n'ont en face d'eux rien d'autre que du mépris. Rien d'autre que si tu ne fais pas excusez-moi du terme, le lèche-botte, ben, tu ne rentres pas dans les clous et à ce titre-là, tu n'auras jamais d'emploi. Tu pourras faire le tour de toutes les structures de financement de ce pays-là, qu'elles soient publiques ou privées, tu n'auras jamais un financement pour aller au bout de tes projets. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est la priorité, c'est de faire en sorte de répondre à cette question de la réforme de l'éducation et de revenir à un système d'équité. Et c'est d'ailleurs, si vous le permettez, c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de Maliens ont rejoint l'ADP Maliba. Parce que notre vision, regardez simplement le logo du parti, c'est une balance de la justice. Et cette justice-là, pour nous, c'est crucial. C'est crucial dans le pays. La justice, elle est sociale, mais la justice, elle est également judiciaire. Et c'est pour ça qu'à notre niveau, nous sommes convaincus que les Maliens nous font confiance parce qu'ils croient que nous avons cette capacité à nous battre pour la justice et l'équité, la paix, la prospérité et le partage. C'est notre devise. Toujours par rapport au chômage des jeunes, moi j'ai parlé du cas de l'école à titre d'exemple, mais quelles sont les autres causes du chômage des jeunes selon vous? Ben, je vous l'ai dit, il y a les causes économiques, les causes sécuritaires également, mais il y a aussi les causes sociales. Telles que les causes sociales, exactement comme quoi par exemple? Ben, il y a cette perception, il faut le dire, nos aînés, nos parents me tireront certainement l'oreille quand je quitterai le plateau, mais il y a cette impression qu'on n'est pas encore assez près et que notre temps viendra, mais on attend toujours notre temps. Donc il y a cette impression qu'il faut faire des stages, on a besoin de pratique, on a besoin de concret, on a besoin de pratiquer, de montrer qu'on est capable, qu'on peut, qu'on a envie, qu'on a à redonner et à revendre à notre pays qui nous a tout donné, qu'on aime. On aime notre pays. Mais malheureusement, on nous conduit dans des situations... Regardez ce qui se passe au centre du pays. Beaucoup de jeunes qui sont là-bas et qui sont en train de s'engager dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Ce sont des jeunes qui sont des gens désespérés. Regardez ce qui se passe un peu partout dans notre pays. Les jeunes, aujourd'hui, ont décidé de tourner le dos à l'État. Les jeunes ont décidé de tourner le dos à la classe politique, à la société civile. Ils ont tourné le dos à tout
parce qu'ils n'ont plus aucun espoir que quelque chose peut changer pour eux. Donc aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'objectif que le mouvement national de la jeunesse ADP Maliba va se fixer, c'est de se battre pour faire en sorte qu'il y ait une unité de la jeunesse, se battre pour faire en sorte qu'il y ait une unité des jeunesses des partis politiques de l'opposition et faire en sorte que nous puissions nous battre ensemble pour atteindre des objectifs concrets en faveur de l'amélioration des conditions des jeunes. Mais pensez-vous que les jeunes qui ont tourné le dos à tout ont vraiment raison sur toute la ligne? Parce que nous avons quand même des jeunes qui vivent tout cela et qui arrivent à partir de rien pour devenir tout grand un jour. Ben, on est toujours très fiers de ces exemples-là, mais malheureusement... Et quelle politique avez-vous peut-être pour insuffler davantage cela? Mais nous avons passé toute une campagne présidentielle à expliquer toutes les vertus du programme du candidat Alou Diallo, un programme qui était axé sur la création de plus d'1 500 000 emplois en l'espace de 5 ans, un programme qui était axé sur la valorisation du secteur agricole, également la réforme de l'éducation, bien évidemment, comme je viens de l'évoquer, mais aussi une politique de financement participatif, une politique de financement public, privé, qui puisse nous permettre vraiment d'accompagner le plus grand nombre de personnes dans le cadre de la création d'emplois, dans la création d'entreprises aussi. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la concentration de toutes les zones de création d'emplois autour de l'État n'est pas la solution. Il faut faire en sorte que le secteur privé se développe et que l'accès au financement des jeunes soit une réalité pour que réellement et concrètement l'entrepreneuriat soit quelque chose de fort et dynamique. Et à ce titre-là, je tiens à saluer certains amis que j'ai au niveau de l'organisation des jeunes patrons du Mali et qui sont des gens qui véritablement se battent pour essayer de créer un environnement favorable à la jeunesse, aux jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut encourager. Il faut encourager les jeunes à être des entrepreneurs, il faut les aider, il faut les accompagner et il faut aller jusqu'au bout de cela. Malheureusement, le contexte dans lequel nous vivons, qui est un contexte très morose, fait en sorte qu'il n'y a pas réellement de perspective que nous voyons. Mais nous sommes convaincus qu'on peut en sortir. Donc les jeunes eux-mêmes sont blancs comme neige, vous n'avez absolument rien à reprocher aux jeunes eux-mêmes? Mais bien sûr qu'il y a une partie de la jeunesse qui est en perte totale de repères et qui agit de manière à déshonorer le reste de la jeunesse. Mais il ne faut pas utiliser cela pour stigmatiser cette jeunesse-là. Ça, ce serait quelque chose, ce serait un faux procès, un procès d'intention, un procès qui cacherait l'écrasante majorité de ces jeunes-là, qui sont des jeunes honnêtes, des jeunes bons, des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Il y en a quelques-uns, comme dans tous les pays, qui incarnent quelque chose de mauvais. Et c'est vrai qu'on fait en sorte très souvent de mettre en avant cela. C'est naturel pour ceux qui sont dans des industries télévisuelles de faire du spectacle. Et ça, malheureusement, ça fait en sorte que cette jeunesse-là est dépeinte d'une certaine manière. Mais ce n'est pas du tout toute la jeunesse. Moi, je suis jeune et je suis en contact avec des jeunes. Je côtoie des jeunes tous les jours. Je sais quelle valeur, quel potentiel il y a en cette jeunesse-là. Donc c'est cela que nous allons tenter de montrer et je crois que c'est pour cette raison-là que le Congrès a bien voulu me faire confiance pour diriger le mouvement national. Et vous parlez toujours de la réforme du secteur de l'éducation, en plus de s'attaquer à cette inadéquation entre les formations et les besoins du marché. Si vous devriez réformer l'école malienne, quelle autre réforme mettrez-vous? Écoutez, il y a une réforme liée à ce qui a été pendant 5 mois l'objet de grève. C'est la situation des enseignants. C'est ces enseignants-là qu'on voit et qui sont dans des situations absolument misérables. Ces enseignants-là qui n'ont même pas le moyen de pouvoir se loger, se nourrir, qui ne peuvent même pas réussir à être dignes dans leurs fonctions. C'est aussi dans cela qu'il y a une réforme à mener. Il faut faire en sorte que, bien évidemment, les conditions soient créées pour avoir un véritable corps d'enseignement qui puisse être fier de lui-même et qui puisse faire en sorte d'aller à une formation très forte des gens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'accès à la connaissance. Et ça, quand on parle d'accès à la connaissance au niveau de l'ADP Maliba, nous parlons principalement du manque criard de bibliothèques. Même si aujourd'hui, des jeunes veulent se former, ont la volonté, mais ils ont très peu d'accès à la connaissance.
Les bibliothèques, on les compte sur le bout des doigts. Le contenu de ce qu'il y a dans les bibliothèques, on le compte lui aussi sur le bout des doigts. L'accès à Internet, l'accès aux nouvelles technologies, c'est quelque chose qui, dans le contexte où nous vivons, est quelque chose de crucial dans le cadre de l'éducation. Donc pour nous, véritablement, il faut non seulement aller à cela, mais aussi faire en sorte que dans le milieu rural, là où il y a beaucoup de gens qu'on oublie, parce que dans les grandes villes, ça va relativement, je le dirais comme ça, même si ce n'est pas quelque chose où ça va, mais dans les zones rurales, si vous regardez bien, les jeunes de là-bas, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, toute cette réforme de l'éducation, elle doit aller jusque là-bas, jusque dans ces zones les plus reculées, pour faire en sorte que l'école réponde à un besoin de formation d'un citoyen civique, un citoyen constructif et un citoyen utile à sa société, dans le sens où il est formé pour répondre à de vrais besoins du marché du travail. Mais justement, quand vous parlez de l'école et de la citoyenneté, justement, notre école, en fait, manque-t-elle de formation citoyenne véritable? Mais je crois que oui, il y a beaucoup de réflexes qui étaient là d'antan. Moi, je suis toujours rappelé par mes aînés, les parents, les oncles, sur comment était l'école en leur temps. En leur temps. Je crois que ça a beaucoup changé. Donc ça aussi, on ne va pas jeter la faute forcément sur les enseignants ou sur l'école, mais on va dire qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a changé dans la manière dont on forme les Maliens et dans la manière dont on conçoit le rôle de l'éducation nationale dans le pays. Et mais qu'est-ce qui a changé au juste, M. Diallo? C'est le fait que les politiques, on va le dire comme c'est, ont baissé les bras. On baissé les bras. On y octroie chaque année des moyens incroyables qu'on pourrait quasiment doubler si un effort était fait, mais on est concentré sur d'autres choses. On fait plus de politique que de s'attaquer aux enjeux politiques de notre pays. Mais est-ce que les programmes scolaires nous enseignent assez bien la citoyenneté telle que vous la concevez? Mais c'est ce que je vous dis. Il y a toute une réforme. En fait, au-delà des enseignants, au-delà des élèves. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'éducation. Mais nous avons des grands principes généraux au niveau du parti. Nous avons des idées générales dans lesquelles nous pouvons rentrer dans le détail. Et je crois que le nouveau comité exécutif sera l'occasion de montrer tous les talents que nous avons au niveau du bureau. Je connais de très grands professeurs d'enseignement qui ont été élus à la tête soit de commissions nationales de réflexion sur plusieurs sujets qui ont été faits, soit qui sont des secrétaires chargés de questions qui sont liées à cela. Et dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, pendant 4 ans en tout cas, tous ces cadres-là, qui sont pour partie des cadres très expérimentés, de grands aînés, ces cadres qui sont également des jeunes du parti, vont avoir l'occasion de montrer tout leur talent dans le détail sur ces questions-là. En tout cas, cette année, il y a eu une très très longue grève, M. Diallo. Finalement, on arrive à sauver l'année entre guillemets. Mais justement, l'expression d'avoir sauvé l'année, comme je l'ai dit, entre guillemets, suscite un grand débat. Quelle est votre vision de cette situation? Est-ce qu'il fallait finalement aller vers une année blanche totalement, faire une année blanche cette année, ou alors ce qu'on a pu faire, c'est déjà bien? Est-ce qu'on peut vraiment encore sauver cette année-là? Vous voyez, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Vous-même, dans les propos que vous avez utilisés, vous avez montré à quel point cette situation est quasi théâtrale. On parle, vous l'avez dit, entre guillemets, sauver l'année. Et le terme sauver l'année, ça prouve que tout ce qui comptait, c'était de sauver l'année, mais pas de faire en sorte que ces enfants-là soient dans des situations qui soient utiles à eux. Oui, comme c'était déjà quand même parti, oui. On avait raté beaucoup de jours. Alors, mais la problématique véritable est justement à ce niveau, M. Diallo. C'est-à-dire, fallait-il aller à une année blanche, ou alors on a eu finalement la bonne option selon vous? Moi, je crois que l'option aurait été de repousser les dates de ces examens-là, de faire en sorte que ces examens-là ne se tiennent pas dans cette précipitation tout de suite là,
mais se tiennent peut-être dans 3 mois et que forcément on arrive Dans 3 mois. Ouais, dans 3 mois, dans 4 mois, je donne une date comme ça, mais je veux dire, ça n'aurait pas dû venir aussi précipitamment. C'est vrai que pendant qu'il y avait certains qui étaient en grève, d'autres étaient dans les classes, les écoles privées notamment, mais cela ne doit pas vouloir dire qu'il faut aller trop vite. Moi j'ai l'impression, comme vous l'avez dit, qu'on veut simplement sauver une année pour maintenir des statistiques. Mais le fond du problème, c'est véritablement de faire en sorte qu'on sauve les enfants, qu'on sauve les jeunes, qu'on sauve ceux qui sont à l'école. Ce n'est pas l'année qui est en cause, c'est le problème qu'ont ces enfants-là à cause de 5 mois de grève, à cause de tous ces mois-là qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas eu accès à l'école et pendant lesquels ils étaient laissés à eux-mêmes. C'est ça qu'il faut sauver. Pour moi, donc la précipitation, le caractère expéditif des choses, simplement pour le spectacle, c'est pas quelque chose qui est utile. Et donc, ça me ramène à quelque chose que j'aimerais rappeler. Pour nous aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu certains résultats qui ont été obtenus par cela, mais c'est très mince. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair, il faut être concret. On a l'habitude de l'euphorie. Parce que les gens, comme je vous l'ai dit, les gens ont envie de sortir de cette crise-là. Mais le fond du problème, là, n'est toujours pas réglé. Et ce fond du problème-là, pour nous, il concerne 2 sujets essentiels. Le premier, c'est le dialogue national. Et le deuxième, c'est de mettre en place une assemblée qui soit représentative d'une véritable réalité dans notre pays. En tout cas, un autre problème sérieux au Mali, M. Diallo, est la corruption. Et cette corruption est une grosse épine vraiment dans les pieds des jeunes. Et qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour que nous soyons un pays beaucoup moins corrompu? Écoutez, je crois que durant la campagne passée, le président Alou Diallo a été très clair sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des poches dans lesquelles on arrive à échapper à la justice. Il faut faire en sorte que la justice, à travers le code pénal, soit durcie. Qu'on fasse en sorte que le code pénal durcisse les sanctions contre les contrevenants à la corruption. Qu'on rende carrément imprescriptible tout crime de corruption. Qu'on fasse en sorte qu'on réforme aussi le système judiciaire pour que la célérité dans la gestion des affaires judiciaires soit plus rapide. Et que, surtout, on mette les gens dans des conditions de travail qui leur évitent d'être susceptibles d'être corrompus ou d'accepter des actes de corruption. Donc il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, on n'aura certainement pas le temps de débattre de tous ces détails-là, mais si nous avons l'occasion, à tout moment, comme je vous l'ai dit, il y a plein de spécialistes que nous avons parmi les 97 membres de ce comité exécutif. Ils auront l'occasion de s'exprimer, de montrer que nous avons de belles idées. Et comment comprendre que même si la justice aussi veut faire son travail, que des citoyens l'en empêchent? Parlons du cas Tapili et Pisensi. Des citoyens ont empêché en fait la tenue de la comparution. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est dommage. Dommage où, à quel niveau? Dommage dans le sens où la justice, quand une affaire est là, elle doit être en mesure de rendre une décision, d'appliquer la justice, clairement. Des gens sont venus dire qu'ils n'entrent pas dans le tribunal. Mais où étaient les forces de l'ordre dans ce cas? Je ne sais pas moi, je vous demande à vous. Bonne question. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans un débat sur tous ces détails-là, parce que vous savez, c'est encore des affaires spectaculaires. Mais le fond, c'est qu'aujourd'hui, ces genres d'actes prouvent à suffisance que les gens n'ont pas confiance en quoi que ce soit. D'accord. Mais nous avons quand même des instruments de lutte contre la corruption. Nous avons par exemple le vérificateur général. N'importe qui, n'importe quelle structure, n'importe quelle association peut se saisir en fait les conclusions du vérificateur général et faire procès à qui il veut, à qui il peut. Est-ce que vous avez tenté des procès anticorruption une fois? Écoutez, moi-même, personnellement, j'ai eu la chance et l'honneur de travailler au bureau du vérificateur général. Certes, je n'étais pas dans ce qui concerne la vérification, mais j'ai compris beaucoup de choses. Et je sais qu'aujourd'hui, on ne donne pas assez de pouvoir à ces structures-là qui sont en charge de
de contrôler la sincérité de toutes ces dépenses-là. Aujourd'hui, une structure comme le vérificateur général, tout le monde a pu le voir. Malheureusement, on prend les rapports et on les met dans les tiroirs. Après, on nous dit que les rapports sont allés à gauche, à droite, et on trouve des procureurs qui vont contester cela et qui sont ensuite mutés ailleurs. Bon, donc aujourd'hui, moi, je veux vous dire très clairement, pour moi, on n'a pas réellement encore envie de lutter contre la corruption. Oui, mais justement, M. Diallo, est-ce que vous ne pourrez pas tirer des tiroirs, disons, en fait, certains de ces rapports-là et faire des procès anticorruption? Ben, écoutez, on n'est pas encore au pouvoir. Non, vous n'avez pas besoin d'être au pouvoir pour faire cela. Mais il y a plein d'actes de dénonciation. Je vais vous citer plein d'exemples de gens qui ont déposé des dénonciations. Il y a récemment une association, j'en ai oublié le nom, qui a déposé un acte de dénonciation. Oumar Mariko à plusieurs reprises est allé dénoncer des actes de Mais c'est justement là ma question, M. Diallo. Est-ce que ADP Maliba s'inscrit dans cette logique, par exemple? Mais vous le verrez, dans les 4 années à venir, ce que nous allons faire. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, il ne faut pas se précipiter pour aller dans des déclarations et faire des déclarations tapageuses. Mais ce que je vous dis très clairement, c'est que pour nous, aujourd'hui, clairement, il faut changer de méthode au Mali. Et vous aviez parlé, vous parliez, à un moment donné, vous parliez en fait de tous ces nombreux jeunes qui font dos au pays. Il y en a qui partent définitivement, qui abordent les mers, qui abordent les montagnes, qui quittent les pays, qui partent pour de bon l'immigration clandestine. Alors, quelles sont, selon vous, quelle est votre lecture en fait de toute cette grande immigration clandestine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait moins de départs? Mais écoutez, il faut que le pays réponde aux attentes des Maliens. Ça, c'est peut-être un terme qui va paraître, comme on dit, bateau pour beaucoup de gens, mais il faut que le pays commence à susciter un espoir et qu'on sente qu'on a des perspectives dans son propre pays et que dans ces conditions-là, on comprenne que l'immigration dans la forme dans laquelle elle se fait de manière clandestine est non seulement une immigration dangereuse, mais c'est une immigration dévastatrice pour le pays. On entend tous les mois des bateaux qui ont chaviré au milieu de la Méditerranée, des enfants qui meurent, des petits bébés des fois qui sont sur le dos de leur mère en train de traverser. C'est la situation catastrophique de notre Afrique. Mais c'est à nous, au Mali, ici aussi, de travailler à changer cela, à résoudre les crises dans lesquelles nous sommes. C'est ça la solution. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est ça la solution. On n'a pas à passer notre temps à vouloir pointer du doigt ailleurs. Le doigt sur là où nous devons pointer, c'est là où ça ne marche pas dans notre propre pays. Et c'est là-bas qu'il faut changer les choses. Et quelle est la notion de solidarité maintenant chez nous? C'est-à-dire? Autrefois, les Maliens étaient très très solidaires. Les frères s'entraidaient. Des hommes riches donnaient de l'argent aux pauvres pour les amener à se réaliser. Nous voyons qu'il y a de moins en moins ces situations. Est-ce que nous pouvons revenir à cette belle époque-là qui est carrément passée maintenant? Cette époque continue. Je ne veux pas parler des autres, mais à notre niveau, à l'ADP Maliba, le président d'honneur Alou Diallo a une fondation qui s'appelle la Fondation Maliba, qui fait chaque année d'importantes réalisations et d'importants dons en faveur de toutes les couches de la société. Donc cela continue. Maintenant, l'impression qu'il y a effectivement une baisse dans l'intensité de ces gestes de solidarité, c'est parce que le contexte économique est ce qu'il est. Nous avons des indicateurs qui sont clairement rouges. Le président Youbaba l'a indiqué aujourd'hui dans son discours d'investiture. Les indicateurs économiques, je crois que quand il en parle, il sait exactement de quoi il parle. Aujourd'hui, les indicateurs macroéconomiques peuvent être dans une situation globalement satisfaisante, comme on le dit toujours, mais le Malien lambda, lui, à son niveau, qui reste très souvent dans une économie informelle, même quand il est formel, il peut être informel en étant formel, ça c'est incroyable, mais ça existe, connaît une situation de tension économique énorme. Les gens sont beaucoup plus aujourd'hui, en raison de l'instabilité du pays, dans une position d'épargne que dans une position de dépense. Et quand la majorité de ceux qui sont
capables de dépenser sont dans une logique d'épargne, c'est là où les fonds commencent à disparaître. D'accord, nous acheminons vers la fin de notre émission. Monsieur Diallo, quel est votre dernier mot? Bien, mon dernier mot, c'est un remerciement sincère à l'endroit de l'ensemble des délégués, des militants de l'ADP Maliba qui ont su faire face à l'essentiel dans notre parti. L'essentiel qui était de redonner un visage légitime aux instances de notre parti. Je tiens à les féliciter et à adresser à l'ensemble des Maliens un message. Notre parti qui, il faut le dire, avait l'impression d'avoir disparu de la scène politique est de retour. L'ADP Maliba est définitivement de retour et nous allons continuer à porter les positions et les attentes des Maliens au plus haut sommet. Merci, M. Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Robert. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suiviez l'émission politique qui recevait ce soir M. Cheikh Oumar Diallo, le tout nouveau président du mouvement national de la jeunesse ADP Maliba. Avec lui, nos échanges ont porté, entre autres, sur la vie du parti ADP Maliba, l'accord politique et le dialogue national, les réformes institutionnelles en vue. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous laissons avec les programmes d'Africa Télévision. Portez-vous bien. Merci et bonne soirée.